Good Bonjour à morning. tous, bienvenue aujourd'hui. Je vais recommencer. Bonjour à tous et bon après-midi et bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire qui est concentré sur les enfants qui sont déterminés comme des terroristes. C'est un groupe de travail. Le webinaire va durer à peu près 1 heure et demie. Donc, je suppose que nous aurons 3 présentations pour vous aujourd'hui et ensuite nous aurons environ une demi-heure à la fin pour la séance de questions. Mais je sais de l'expérience, on va s'arrêter après 90 minutes. Donc, Utmost to make sure that we fit nous allons nous assurer qu'on peut tout embarquer. Donc, si des gens ont des questions et auxquelles on ne peut pas répondre, nous allons donc les prendre et on pourra y répondre après. Donc, si les gens sont intéressés à nous poser des questions, ils peuvent le faire dans le chat. Et puis, on peut aussi vérifier s'il y a le chat dans la séance de questions. Le dernier point, et bien sûr, vous êtes peut-être conscient qu'il y a des services d'interprétation qui sont disponibles pour notre webinaire. Si vous avez besoin de services de traduction en français, en espagnol ou en arabe, si vous placez le tout si vous regardez votre écran Zoom, vous êtes capable sûrement de voir des liens qui sont et les langues d'interprétation qui vous sont disponibles. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste dire to give a bit of information de on the work présenter Jay, qui va vous donner un peu d'informations sur le groupe de travail et le travail qu'ils font. Sandra, c'est à toi. Sandra, pouvez-vous nous entendre? Merci, Christine. Donc, bonjour à tous. J'aimerais juste dire que je suis très heureuse de voir tant de participants à ce webinaire. Nous avons donc, avec Giovanna, on vous souhaite la bienvenue. J'aimerais juste vous dire que ce webinaire, je veux vous dire que ce webinaire fait partie d'une série de webinaires que nous sommes en train d'organiser avec le groupe de travail CAFAG. Et, et c'est aussi diffusé en direct et on peut quand même suivre avec des questions sur la communauté de pratique. Giovanna, tu voulais dire quelques mots aussi? Oui, je voulais juste rapidement vous dire que bonjour, mon nom est Giovanna Vio. Je suis consultante avec l'UNICEF, avec les enfants qui sont associés avec les terroristes, les groupes armés. Et je fais partie du travail du groupe de travail avec Sanja et j'ai hâte d'entendre les discussions d'aujourd'hui. Donc, je te cède la parole, Christine. Merci. Merci beaucoup. Donc, le recrutement et l'utilisation des enfants par des groupes qu'on désigne comme terroristes n'est pas un nouveau phénomène. Nous sommes tous familiers du recrutement et de l'utilisation des enfants par le nord de l'Ouganda, et puis au Sri Lanka aussi, par les LTE. Et puis, ces deux groupes étaient désignés comme organisations terroristes. Nous sommes aussi familiers avec comment le recrutement et l'utilisation des enfants dans ces contextes ont été traités par les communautés, les organismes qui aident des enfants. Et on a travaillé ensemble avec la programmation et des interventions pour réduire la mobilité au recrutement et puis appuyer le rapatriement aux communautés de ces enfants. Donc, on est peut-être familier avec le travail des agences et généralement avec la communauté internationale en reconnaissance des droits des enfants qui avaient été recrutés par des gens comme les LTTA et RAE.
Nous savons que nous avons de l'expérience pour agir correctement pour les enfants qui ont été recrutés par les organisations désignées comme terroristes. Dans les dernières années, on a vu une augmentation dans les conflits, surtout lorsqu'il y a des terroristes présents. Nous voyons aussi la réaction des communautés internationales en réponse à ces groupes. Nous avons tous vu l'augmentation continuelle dans le recrutement et l'utilisation des garçons et des filles, et clairement, mais pas seulement par des groupes qui sont désignés comme terroristes. Même si les agences de protection des enfants continuent leur travail auprès des enfants et des familles et des communautés pour aborder la question du recrutement et d'appuyer leur intégration, nous voyons récemment que des enfants qui ont été associés ou recrutés par des groupes armés désignés comme terroristes sont confrontés par des défis particuliers, surtout par rapport au respect de leurs droits, surtout dans leur libération et l'intégration pour qu'ils puissent avoir une transition vers la vie adulte fluide et aussi d'avoir accès à des soutiens à l'intégration. Donc, cela veut dire qu'on a peut-être une possibilité d'être condamné, emprisonné à cause de du lien de ces enfants avec ces groupes terroristes. Donc, Julia Sorin du CICR, qui est une conseillère en protection, Jeline Jawad de Watchlist et Bridget Kennedy-Fils, qui est spécialiste en la protection des enfants à l'UNICEF. Julia, Janine et Bridget vont discuter toutes les considérations pour appuyer les besoins qui ont été recrutés par ces groupes armés que l'on désigne comme terroristes. Après cette introduction, je vais tout de suite céder la parole à Julia du CICR. Merci, Julia. Merci beaucoup, Christine. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité la communauté de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, les enfants lorsqu'ils sont associés aux formes armées et désignés comme terroristes, sont plus aptes à être traités, à maltraiter, en fait. Dans des cas exceptionnels, donc, on doit souligner que les enfants dont on parle ont droit aux protections juridiques en vertu de leur identité comme enfants, en vertu des lois internationales des droits de la personne pour les enfants, etc. Et puis, au lieu de parler du côté juridique, j'aimerais plonger dans le contexte dans lequel nous trouvons maintenant. Donc, ce n'est pas un nouveau phénomène, Christine nous l'a dit, que les enfants ont longtemps été recrutés. Les enfants soldats étaient une priorité pour certains groupes depuis les années 80. Donc, en 2000, on avait une adoption du protocole optionnel sur la Convention des droits de la personne. Cela était un point significatif pour le recrutement des enfants, qui était si longtemps utilisé. Et puis aussi, il y avait l'utilisation de ces enfants associés aux forces armées, aux groupes armés, donc qui étaient autour de l'UNICEF, qui faisait un travail de recrutement. Donc, les principes ont été en fait endossés par 112 États. Maintenant, dans les dernières décennies, il y avait une prolifération de groupes armés dans différentes régions. Certains d'entre eux ont été désignés par les États et par les procédures des Nations unies comme terroristes. Dans ces contextes, certains États ont eu une rhétorique déshumanisante qui traite les êtres humains qui sont liés à ces groupes terroristes comme ne voulant pas, n'ayant pas droit à ces droits de la personne. Donc,
Les enfants qui sont perçus comme ayant une affiliation à des terroristes, que ce soit dans leur propre droit, mais à travers leur famille, ou peut-être parce qu'ils vivent près, ou ils sont peut-être sous contrôle d'une région sous contrôle de terroristes, mais ils ne sont pas traités comme des enfants, mais comme des menaces à la sécurité. Donc, tous les enfants ont droit à des protections particulières en vertu de la loi humanitaire internationale. Donc, à cause du cadre réglementaire qui protège les enfants dans les conflits armés est forte, une fois qu'un enfant est désigné comme terroriste, d'autres règles entrent en jeu. Donc, il faut un cadre réglementaire très fort, mais donc le cadre législatif avant doit quand même être mis en place. Donc, si on passe à la prochaine diapositive, donc le CICR considère cela légitime de prendre une intervention pour assurer leur sécurité. Mais il est obligatoire de garder ces cadres pour protéger la vie humaine en vertu de la loi et des droits humanitaires. À cause des actes terroristes, ne peut pas invoquer la justification de ne pas leur octroyer les droits et la protection qui leur est due. Maintenant, en termes de terminologie et de libellé, la loi humanitaire internationale prohibe en fait tout abus. Donc, on donne un cadre réglementaire très important pour les groupes qui sont armés désignés comme terroristes. Donc, les actes de terrorisme, par exemple, les attaques et créer de la terreur parmi les personnes civiles, donnent une responsabilité criminelle au niveau domestique et international. Même si IHL réglemente certains actes particuliers, il n'a pas de définition particulière de ce qui consiste un acte terroriste ou un groupe terroriste. Et selon la désignation internationale du terrorisme, tout dépend des décisions des États et peut être subjective. On peut voir comment ces étiquettes ou ces appellations peuvent être un risque pour les enfants. Donc, ces termes sont importants quand même parce qu'ils peuvent façonner la portée de la réglementation qui est applicable à un enfant ou l'interprétation qui est faite par les parties prenantes. Les désignations de personnes ou de terroristes ou d'extrémistes violents ou même de ressortissants étrangers qui sont terroristes peuvent justifier la déshumanisation et puis la non-protection. D'un autre côté, lorsqu'on parle d'un enfant qui est associé avec un groupe armé ou une force armée, la signification du mot associé, donc on définit comme une personne qui a moins de 18 ans, qui a été recrutée ou utilisée. Donc, à cause de cette définition claire, on doit définir entre enfants qui ont été recrutés et utilisés et ces enfants qui ont été peut-être forcés vivre dans la région dominée par ces terroristes, ou les enfants sont associés avec un membre de la famille qui est terroriste ou associé au terrorisme, mais eux ne sont pas terroristes. Donc, ils ne devraient pas parler d'eux comme associés à même si, parce qu'ils ne sont pas dangereux, on ne veut pas les associer du tout. Lorsqu'on parle d'enfants dans des forces armées et des groupes armés, donc la loi humanitaire internationale, IHL, la loi reconnue dans notre conflit, reconnaît deux catégories. La première, c'est que tous les enfants, ça inclut les enfants qui n'ont pas été recrutés ou utilisés, mais qui, autrement, ont été perçus comme ajoutés et qui font partie de groupes désignés comme terroristes, ont des liens aux groupes armés désignés comme terroristes, et la catégorie particulière qu'on vient de donner par rapport aux enfants qui ont été recrutés ou utilisés par des forces armées ou des groupes armés et qui sont donc associés à ces groupes. Les standards juridiques sont, pour tout l'enfant dans un conflit, c'est la première catégorie. Donc, il y a premièrement l'État et les non-groupes
Ces situations de conflit sont gérées par l'article commun numéro 3. On doit faire un traitement humain et aussi la règle 105 de la Convention de Genève. Donc, les enfants sont couverts par les garanties fondamentales de les personnes qui n'ont pas d'implication directe dans les hostilités. Et aussi, on a une exigence de traitement humain pour toute personne dans toute circonstance, ce qui est un traitement qu'on dit humain pour un adulte n'est peut-être pas humain pour un enfant. Okay? Donc, on doit garder cela en tête, l'âge de la personne. On veut aussi, le CIHL maintient aussi l'unité de la famille. Aussi, il y a une règle qui donne que tous les enfants ont droit à un respect spécial et à une protection spéciale. Ça veut dire que les États prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les enfants reçoivent les soins particuliers et la protection particulière dont ils ont droit. C'est les protections juridiques qu'ils ont en vertu de leur identité comme enfants. Et cela est reflété dans les obligations qui est appliquées directement aux enfants. Donc, on regarde les 4 domaines particuliers à travers le CIHL. Donc, obligation pour aider l'accès à l'éducation, la prohibition, donc éliminer la possibilité de recrutement et de l'utilisation dans des guerres ou de l'hostilité, des obligations de mettre en application cela aux enfants qui sont en prison et puis l'obligation de restaurer les liens familiaux. Donc, les règles du IHL ont un complément des standards. Donc, souvent, les enfants sont stigmatisés et puis on leur envoie tous les droits. Donc, les principes de non-discrimination doivent être soulignés. Donc, on le place dans la section 2 de la Convention sur les enfants dans un conflit armé. S'assurer que on prend des mesures particulières pour s'assurer que l'enfant est protégé contre toute forme de discrimination et de punition sur la base du statut, des activités, des opinions exprimées, des croyances, des parents de l'enfant, de ses gardiens légaux ou même des membres de la famille. OK. On demande aussi que toutes les mesures appropriées doivent être faites pour promouvoir la guérison physique, psychologique et la réintégration sociale de l'enfant dans son milieu. Et lorsqu'on regarde les autres catégories, les obligations spécifiques s'appliquent pour les enfants qui sont associés aux groupes armés et aux groupes des forces armées, peu importe s'ils sont appelés des groupes terroristes. Parmi eux, c'est des enfants qui ont été recrutés illégalement, ont le droit à un soutien pour leur on doit aussi mentionner que les résolutions du Conseil de sécurité soulignent l'importance de faire attention du traitement des enfants qui sont associés avec avec tout groupe qui est peut-être désigné comme terroriste ou simplement violent, etc. On peut donc considérer que les procédures de donner droit à quelqu'un, donc, s'ils sont arrêtés et emprisonnés, les enfants qui sont illégalement recrutés par un tel groupe, désigné comme terroriste, ont toujours droit à leur protection auquel ils ont droit. Ils doivent être accommodés séparément des adultes, à moins qu'ils sont avec la famille. Ils doivent avoir un accès à de la nourriture, des vêtements et à l'éducation, et aussi aux vêtements et au traitement médical. Et puis, des alternatives à l'emprisonnement doivent être considérées. Les recrues enfants doivent être traités comme des victimes en violation du droit international. Et puis, on demande aux États
de considérer des mesures non juridiques non légales, qui se concentrent sur la réhabilitation et puis la guérison des personnes, des jeunes, pour en fait respecter cette convention sur les droits de l'enfant et aussi le charte, les principes de Paris et puis la charte des enfants de l'Afrique. Le Donc, les enfants ne doivent pas être poursuivis à cause de de leur adhésion à un groupe. Les standards demandent aussi que les enfants puissent pas obtenir euh, donc la peine de mort. Donc, les enfants qui sont traités par la violence extrême doivent être traités comme des victimes et comme des enfants. C'est essentiel de comprendre. Ça comprend exactement ce que cela veut dire d'être un enfant. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julia, pour votre présentation si intéressante. Janine, est-ce qu'on pourrait vous voir? Je sais que vous allez parler plus de l'emprisonnement des enfants, plus qu'autre chose. Merci. Oui, d'accord, merci beaucoup. Oui, donc bonjour. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de vous parler de ce sujet si important. Comme ma collègue Julia a évoqué dans sa présentation, malgré un cadre juridique international qui demande que les enfants soient traités avant tout comme des victimes, de nombreux enfants sont détenus pour leur affiliation perçue ou réelle à un groupe terroriste désigné. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, qui se base en fait sur des données du secrétaire général, en fait du rapport annuel du secrétaire général qui porte sur les enfants et les conflits armés, les gouvernements et les acteurs armés non étatiques ont détenu au moins 3 243 enfants dans 20 pays pour leur association présumée ou réelle avec un groupe armé, pour des raisons de sécurité nationale ou pour des liens familiaux présumés avec un groupe ou une force armée. C'est en partie à cause que la législation contre-terroriste, antiterroriste, leur donne le droit, en fait, donc c'est ça, fort d'une législation antiterroriste nouvelle ou modifiée, certains gouvernements sont plus enclins à traiter les enfants touchés par un conflit armé, y compris ceux qui n'ont pas d'antécédents connus en tant que combattants, comme des menaces pour la sécurité ou des criminels et à les détenir pendant de longues périodes et sans inculpation, souvent dans des installations qui ne répondent pas aux besoins des enfants. Parfois, les gouvernements soumettent également des enfants à des poursuites pour la simple appartenance à un groupe terroriste désigné en violation des normes internationales. Dans certains pays, la législation antiterroriste est si large, si forte qu'un certain nombre d'activités non criminelles peuvent faire considérer un enfant comme associé à un groupe ou une force armée. Il s'agit d'actions telles que la participation à des cours de religion, le travail de cuisinier ou la vente de légumes. Parfois, les enfants sont classés comme membres d'un groupe armé en raison de l'association d'un membre de leur famille avec ce groupe. Ces lois qui criminalisent l'association ne reconnaissent pas la vulnérabilité unique des enfants en tant que cible pour les groupes armés et l'éventail de coercition qui mène à leur adhésion. Outre le recrutement forcé par les groupes armés, les enfants rejoignent ces groupes en raison d'incitations financières, du manque d'accès à l'éducation, du manque de relations sociales, pour obtenir un statut social ou pour échapper aux problèmes familiaux. Il est rare que l'idéologie soit la principale force qui motive l'association des enfants avec les groupes. Une fois que les enfants sont étiquetés comme membres d'un groupe armé particulier, notamment certains groupes désignés comme terroristes, ils peuvent être stigmatisés par leur communauté, ce qui entrave leur capacité à se réintégrer dans la société et à subvenir à leurs besoins. Donc, ainsi, en tant que défenseur de la protection de l'enfance, quelles actions pouvez-vous entreprendre pour soutenir les enfants qui ont été détenus pour leur association perçue ou réelle avec un groupe terroriste désigné? Pour cette présentation, je vais me concentrer sur 2 domaines d'engagement possibles. La première
Le premier, pardon, négocier des accords pour favoriser la remise des enfants en détention militaire aux acteurs de la protection de l'enfance en vue de leur réintégration. Le deuxième, c'est s'engager dans un plaidoyer à long terme pour renforcer les protections législatives du CAFAG à l'échelle nationale. Je vais commencer donc avec les négociations d'accord principales sur le protocole de transfert qui est l'un des principaux, en fait, les protocoles d'accord de remise sont devenus l'un des principaux outils pour les acteurs de la protection de l'enfance qui cherchent à promouvoir la remise des enfants détenus par l'armée aux acteurs de la protection de l'enfance. Il s'agit d'accords conclus par un gouvernement ou un groupe armé avec ou avec le soutien de l'ONU pour transférer les enfants détenus par des acteurs de la sécurité ou qu'ils ont rencontrés à des acteurs civils de la protection de l'enfance pour qu'ils bénéficient de services de soutien, y compris, mais sans s'y limiter, d'une aide à la réintégration. Ils comprennent généralement des dispositions sur le traitement des enfants lorsqu'ils sont sous la garde des forces de sécurité et des détails sur les procédures de notification et de transfert. Et historiquement, les négociations du protocole de transfert ont été initiées et dirigées par l'UNICEF et ou les conseillers en protection de l'enfance des missions de maintien de la paix de l'ONU. Dans certains pays, l'ONU a établi un partenariat avec le ministère responsable de la protection des enfants et les deux ont mené conjointement les discussions. Les ONG jouent généralement un rôle important dans la mise en œuvre du protocole en fournissant ou en soutenant des soins provisoires ou un soutien à la réintégration. Donc, voici des protocoles de rétrocession ont été signés dans 10 pays que vous pouvez voir sur la carte marquée de points noirs. Les deux plus récents, c'est le Burkina Faso et le Nigeria, ne sont pas inclus, qui ont été signés plus tôt cette année. 9 d'entre eux sont signés avec des gouvernements et un a été signé par l'Ansar Allah, anciennement connu sous le nom de Houthis ou Yémen. Dans la plupart de ces pays, la négociation des protocoles a été motivée par le nombre d'enfants prétendument associés à des groupes armés, parfois désignés comme des groupes terroristes qui se trouvaient sous la garde d'acteurs militaires et qui étaient détenus arbitrairement. Et donc, les acteurs de protection des enfants trouvaient des façons pour voir leur mise en liberté. Ainsi, par exemple, au Niger, une recrudescence des opérations militaires pour contrer Boko Haram vers 2015 a conduit à la détention d'un grand nombre d'enfants dans le bassin du lac Tchad. Le bureau du pays de l'UNICEF au Niger a plaidé pour le transfert de ces enfants dans un centre de justice pour mineurs et a entamé des négociations pour un protocole de transfert afin de garantir leur libération. Les autorités gouvernementales nigériennes ont signé un protocole de transfert avec l'ONU le 17 février 2017. Désormais, en vertu de ce protocole, de nombreux CAFAG associés à des groupes terroristes sont directement remis aux acteurs de la protection de l'enfance en vue de leur réintégration. L'interprète s'excuse, mais le CAFAG, lorsque l'interprète dit CAFAG, elle veut dire les enfants, justement, qui ont été associés à des groupes armés ou à des groupes militaires. Je pense que c'est important de mentionner que les protocoles de remise ne sont pas des garanties d'immunité. Si un enfant est soupçonné d'un crime grave et internationalement reconnu, au-delà de la simple association avec un groupe armé, il peut être poursuivi conformément aux normes internationales de la justice pour mineurs lorsque le juge considère son recrutement comme une circonstance atténuante dans la procédure pénale. Je n'ai pas beaucoup de temps pour parler des protocoles de transfert, mais vous voyez ici que les protocoles Watchlist et l'Alliance ont développé une note d'orientation avec des conseils sur la façon de négocier avec succès ces accords. Dans la diapositive, vous trouverez un lien vers la note d'orientation qui est également disponible en français et en arabe sur le site. Donc, je vous encourage de revoir le détail de ces ententes. Donc, puisque ces protocoles de transfert sont dans de nombreux cas le principal outil de négociation de la libération des enfants, il existe d'autres accords qui peuvent conduire à la libération des enfants. Je vais vous présenter quelques-uns de ces exemples. Donc, on va vous donner d'autres exemples où cela a bien réussi. Le premier, c'est le plan d'action. Certains d'entre vous peuvent savoir, c'est que l'inscription d'une force armée étatique ou d'un groupe armé non étatique dans les annexes du rapport annuel du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés ouvre la porte à un engagement formel de l'ONU avec la partie inscrite sur la liste afin de développer un plan d'action pour mettre fin aux violations pour lesquelles elle est inscrite.
et dans certains cas, à d'autres violations et abus des droits de l'enfant. Suite à l'inscription des forces armées tchadiennes et des forces de sécurité du gouvernement soudanais dans les rapports annuels du secrétaire général en 2007 et 2006, respectivement, ces gouvernements ont conclu des plans d'action avec l'ONU pour mettre fin aux violations graves contre les enfants pour lesquelles ils étaient inscrits sur la liste. Et dans le cadre des engagements pris au titre des accords relatifs au plan d'action, les autorités tchadiennes et soudanaises ont signé des protocoles de remise le 10 septembre 2014 et le 28 avril 2018, respectivement, afin de libérer les enfants détenus par l'armée. L'autre domaine, c'est les accords de paix ou de cessez-le-feu. Donc, les accords définissant les responsabilités des forces armées à la fin d'une guerre peuvent également être importants pour promouvoir la libération des enfants détenus. Par exemple, avant le coup d'État du 25 octobre 2021 au Soudan, l'ONU avait commencé à négocier une feuille de route avec des divers groupes armés. Et puis, ça faisait partie de l'accord de paix de Juba afin de mettre en œuvre plusieurs activités différentes, notamment la signature de protocoles de transfert d'enfants dans leur rang ou de groupes ou forces adverses vers des acteurs civils de la protection de l'enfance. And the government of Colombia signed a joint communiqué number 7. De même, les FARC-EP et le gouvernement colombien ont signé la communiqué conjoint numéro 70 le 15 mai 2016 qui appelle à la séparation immédiate des enfants de moins de 15 ans et à la réintégration de tous les enfants de moins de 18 ans. Un autre type d'entente que je voulais souligner, c'est les cadres nationaux de DDR par exemple, en République démocratique du Congo. Un plan d'action des Nations unies a été mis en place avec l'armée nationale congolaise, ainsi qu'un cadre désarmement, démobilisation et réintégration qui définit les rôles et les responsabilités de l'État en matière de transfert des enfants associés aux acteurs de la protection de l'enfance. In some countries, national legislation has been adopted to ensure protections for children in military custody. So, for example, in the Philippines and in Myanmar, they have adopted national legislation that provides... La législation nationale est une autre façon. Les Philippins et les Myanmar sont des exemples de pays qui disposent d'une législation nationale prévoyant le transfert des enfants associés à ces groupes militaires ou armés aux acteurs civils. Aux Philippines, par exemple, le 10 janvier 2019, le gouvernement a signé la loi An Act Providing for the Special Protection of Children in Situations of Armed Conflict. C'est un long titre d'une loi, mais qui exige des autorités qu'elles transfèrent les enfants détenus dans le cadre d'un conflit armé à l'agent local de protection sociale et de développement dans un délai maximum de 72 heures. Dans certains pays, les grâces présidentielles sont aussi utilisées. En Somalie, des enfants qui avaient été impliqués dans un conflit au Puntland ont été placés dans le couloir de la mort. Les acteurs, c'est-à-dire ils devaient recevoir la peine de mort, les acteurs de la protection de l'enfance ont plaidé pour un sursis à leur exécution et les autorités ont libéré les enfants dans des centres de réintégration. L'amnistie est une autre façon. Dans certains contextes, les acteurs de la protection de l'enfance se sont engagés dans un plaidoyer individualisé pour la libération d'enfants qui ont des preuves limitées d'affiliation ou qui ont des besoins médicaux en Irak. Il existe une loi d'amnistie adoptée en 2016 qui offre théoriquement l'amnistie à tout individu qui a rejoint or other armed groups characterized as extremist against his or her will or who did not commit any serious offense. I'm here too. Can you hear me? Okay. Where a special committee of judges... Donc, un comité spécial de juges de Ninive, travaillant avec un procureur général et un travailleur social, a utilisé cette loi pour libérer certains enfants pour avoir participé à un entraînement difficile pendant 7 à 30 jours avant d'avoir 18 ans, sans preuve qu'ils aient participé à d'autres activités difficiles. Donc, en plus de négocier des ententes pour libérer les enfants, pour promouvoir la libération de la garde militaire des enfants et une association perçue ou réelle avec un groupe terroriste désigné, les acteurs de la protection de l'enfance peuvent également s'engager dans un plaidoyer à plus long terme pour renforcer les protections législatives de ces enfants. Sur cette diapositive, vous trouverez un résumé de certains des domaines potentiels de plaidoyer. J'en donner 3.
Veiller à ce que les lois nationales sur la justice pour mineurs soient conformes aux normes internationales. Le système de justice pour mineurs est une composante essentielle du système global de protection de l'enfance d'un pays. Un système de justice pour mineurs solide contribuera à soutenir la remise des enfants détenus pour simple association aux acteurs de la protection de l'enfance et à promouvoir des mesures non judiciaires comme alternatives aux poursuites et à la détention pour les enfants soupçonnés d'avoir commis des crimes internationaux pendant leur association. Julia a déjà présenté les protections spéciales pour les enfants recrutés illégalement par un groupe armé désigné comme terroriste. Quelques éléments à ajouter que vous voulez considérer dans un contexte national. Premièrement, les poursuites de ces enfants ne devraient avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles. La décision d'engager des poursuites contre un enfant est laissée à la discrétion du procureur. Dans certains contextes, par exemple, le tribunal spécial en Sierra Leone, le procureur n'a pas poursuivi ces enfants impliqués dans la guerre. Donc, lorsque les enfants étaient particulièrement jeunes, justement. Un deuxième point, c'est qu'un système de justice pour mineurs ou un tribunal civil spécialisé dont le personnel est formé aux procédures adaptées aux enfants et relié au système de protection de l'enfance devrait avoir la compétence principale sur les enfants faisant l'objet d'une enquête et ou d'une accusation pour des crimes commis pendant leur période d'association, plutôt que des tribunaux militaires, de renseignement, de sécurité nationale ou des tribunaux spéciaux similaires. Le 3, on doit s'assurer que l'âge minimum de la responsabilité pénale devrait être d'au moins 14 ans, mais idéalement plus élevé, conformément aux recommandations du Comité des droits de l'enfant des Nations unies. Numéro 4, on parle beaucoup des alternatives non juridiques pour protéger l'enfant qui ont une association avec un groupe armé. Dans ce contexte, certains des exemples qu'on voit, les commissions de vérité et de réconciliation qui offrent un forum pour entendre les enfants ayant commis des crimes de guerre et essayer de faciliter la réconciliation de telle façon. Les systèmes de justice traditionnels qui sont parfois utilisés et parfois les réparations qu'on peut utiliser comme alternative à la poursuite. Et la deuxième méthode, c'est de renforcer les lois antiterroristes. Dans de nombreux pays, comme on a mentionné, les lois antiterroristes sont souvent en contradiction avec les normes relatives aux droits de l'enfant et à la justice pour mineurs, ce qui crée une ambiguïté quant à la loi à appliquer. Par exemple, depuis 2001, au moins 140 gouvernements ont adopté une législation antiterroriste qui, souvent, ne fait aucune distinction d'âge pour l'action ou l'association. Ces lois visent à reconnaître la gravité des délits liés au terrorisme en mettant l'accent sur une approche punitive, ce qui est contraire aux normes de la justice pour mineurs, qui donne la priorité à la réinsertion. Là où, dans la mesure du possible, ces lois devraient faire référence à la législation nationale du pays protégeant les droits de l'enfant, par exemple en Tunisie. En outre, les lois devraient En outre, les lois devraient interdire la criminalisation de la simple association avec des groupes ou des forces armées pour les enfants de moins de 18 ans et mettre fin à la détention d'enfants sur la base de liens familiaux. Le troisième domaine, c'est que le gouvernement devrait développer une loi complète sur les droits de l'enfant qui inclut des dispositions reconnaissant ces enfants comme des victimes et qui criminalise le recrutement et l'utilisation d'enfants. Donc, c'est important. Cela déplace la responsabilité des actes commis pendant la période d'association des enfants vers les adultes qui les ont recrutés en premier lieu. Voir, par exemple, la nouvelle loi en République centrafricaine. Sur ce, je serais très heureuse d'entendre vos questions et d'y répondre, et j'ai hâte de participer à la discussion tantôt. Merci beaucoup, Janine. Nous allons donc prendre vos questions une fois que toutes les présentations auront été faites. J'aimerais juste rappeler aux gens, certaines personnes ont la main levée, mais si vous pouvez placer vos questions dans la boîte chat, on peut donc y répondre et poser des questions pertinentes au bon conférencier.
Si maintenant on peut passer à Bridget qui va pouvoir nous donner euh, des considérations un peu plus vastes. Merci, Bridget. Bonjour, après-midi, soir, d'ici à New York. Merci beaucoup. Je suis ravie de faire partie de cette discussion. Merci de m'avoir invité. Julia vous a parlé du DIH et des cadres des droits de l'homme pour les enfants dans les situations de conflit armé. Janine vous a parlé de certaines instruments et des outils techniques disponibles pour aider les gouvernements à protéger les enfants et pour faire le plaidoyer. J'aimerais parler de certaines des mêmes questions, mais d'un point de vue différent. Je parlerai un peu plus du langage que nous utilisons, de l'impact qu'il peut avoir sur l'environnement favorable et des implications pour nos approches programmatiques. Tout d'abord, prenez un moment pour réfléchir à la manière dont vous avez entendu ou lu des termes tels que extrémisme violent. Qui est un extrémiste violent? Qui est un terroriste? Qu'est-ce qu'on appelle une idéologie radicale? Et en fait, qu'est-ce que cela veut dire de radicalisation et la déradicalisation? On voit souvent ces termes à la télévision, dans les différents médias, par exemple les journaux, dans les médias sociaux, les politiciens en parlent et dans le langage de tous les jours. Nous entendons et nous utilisons ces termes. En fait, l'une des plus grandes questions, c'est de savoir qui définit ces termes et comment. Nous avons tous des idées de ce que nous voulons dire lorsque nous les utilisons, mais comme Julia a dit, on n'a pas d'entente. Donc, du côté juridique, il n'y a pas de définition standardisée. Cela veut dire que cela peut vouloir dire n'importe quoi à n'importe qui. Lorsqu'on parle de différents types de groupes qui existent, par exemple, Black Lives Matter. Rappelez-vous le mouvement qui continue, mais qui était proéminent à un certain moment. Et certaines personnes pensaient que c'était des extrémistes violents. Est-ce que c'est ce que nous voulons dire ou est-ce que c'est ce que vous voulez dire lorsque vous utilisez ce terme? Souvent, ces termes ont des composantes idéologiques et il y a des suppositions par rapport à l'idéologie. Mais l'idéologie, en fait, lorsqu'on regarde les preuves, est rarement la force déterminante pour les enfants de leur association avec un groupe armé. D'habitude, il y a d'autres facteurs motivants. Nous voyons ces termes comme que c'est des désignations motivées par la sécurité aux Nations unies ou dans la communauté internationale ou peut-être dans votre travail que vous faites. On se concentre sur ces groupes désignés par les NU, donc ISIL et Al-Qaïda, et puis leurs affiliés. Mais il y en a d'autres, et Julia l'a mentionné, que différents les gouvernements désignent des dizaines et des dizaines de groupes. Par exemple, les États-Unis, à eux seuls, comptent également actuellement 68 organisations terroristes étrangères désignées. Donc, c'est un processus politique, mais d'autres pays le font aussi, comme vous pouvez l'imaginer. Ces désignations ont un impact et puis elles sont motivées par des questions domestiques. Et on voit de plus en plus souvent que les gouvernements utilisent ces désignations comme outils politiques. Par exemple, on désigne l'opposition politique comme terroriste. Même s'ils ne le font pas d'une manière formelle, ils utilisent ces termes dans les médias contre des journalistes, contre des travailleurs humanitaires et on nommé des minorités aussi. Donc, c'est des décisions, c'est des termes qui ont un bagage politique plutôt que factuel. Comme Julia a mentionné, on n'a pas de définition claire. Vous pouvez aussi imaginer que dans la communauté internationale, une communauté, un pays peut désigner un groupe particulier comme un groupe terroriste, mais un autre peut voir cela plutôt comme un guerrier de la liberté. Donc, il y a des conflits parmi les différents pays par rapport à ces désignations. Maintenant, quel genre d'impact il y a sur les enfants? Je pense que vous en avez entendu parler. Il y a beaucoup de définitions par rapport aux actes terroristes. Ce qui est difficile, c'est que des fois, c'est si vaste
c'est que les gens ne savent même pas qu'est-ce qui est prohibé. Donc, c'est vague. Donc, si on pense à ces enfants qui sont associés avec un groupe armé ou forces armées, donc si on est conducteur ou cuisinier ou bien être comme un garde pour ce groupe armé, qui est une activité typique qu'un enfant peut faire, cela pourrait être prohibé. Tandis que cuisiner n'est pas prohibé généralement. Ce n'est pas un acte criminel. C'est quelque chose qu'on fait chaque jour. Donc, ce type d'activités peuvent être criminalisées et les gens peuvent peut-être même pas le savoir. Une autre chose que je voulais mentionner, c'était l'antiterrorisme et venir éviter l'extrémisme et ont des approches qui ne sont pas nécessairement neutres. Elles sont peut-être utilisées qui minent les droits de l'enfant. Ils placent les préoccupations de sécurité au-delà du bien-être de l'enfant. Ceci étant dit, on doit être conscient. Je suis ici dans la ville de New York, l'endroit où il y avait le 11 septembre. Et plus encore dans les situations de conflit à travers le monde, où des millions de personnes ont été la cible de violences de la part de groupes armés désignés comme terroristes et sont extrêmement violents et créent des craintes chez les gens. Donc, il faut comprendre les impacts profonds qu'ils ont sur ces enfants et le besoin de la justice. Je pense que qu'est-ce qui est difficile pour les gens d'un point de vue de l'UNICEF, nos équipes nous se demandent comment est-ce qu'on peut composer avec cette tension entre la sécurité et puis les droits de la personne. Et il semble avoir une tension évidente, mais honnêtement, il ne devrait pas y avoir de tension. La sécurité et puis la protection des droits de la personne sont renforcés mutuellement. Nous avons vu cela. Janine avait parlé du fait qu'une amélioration chez les enfants qui ont été détenus. Les enfants qui ont été libérés des groupes armés ou qui se sont sauvés, ils croient que leur gouvernement vont les protéger, mais lorsqu'ils sont libérés, ils vont en prison. Ils sont peut-être battus ou torturés ou autre chose parce qu'ils sont considérés comme associés. Donc, ce manque de respect pour leurs droits et le manque de traitement juste contribue à un cycle de griefs contre l'État, à l'encontre de l'État, qui sont renforcés par les violations des droits de l'homme, tandis que la confiance ne peut être établie. En fait, je voulais aussi parler de ce qu'on entend dire dans les médias et ensuite que les gens pensent au langage, aux termes qu'on utilise, que vos collègues utilisent et que votre organisation utilise. Nous avons vu en fait, auprès de représentants des Nations unies, que ces enfants sont comme des bombes à effet retardé. Donc, on appelait ça des enfants de la maternelle djihadis. Donc, si vous regardez ces termes, donc quand on dit bombe à retardement, on appelle un enfant une bombe à retardement, c'est comme si on rend on pense que cet enfant est une arme. Et des enfants dans d'autres guerres. En fait, nous, on est vraiment traités comme des victimes de violations contre les droits de la personne. Donc, d'une perspective juridique, ils devraient être traités comme des victimes parce que c'est des victimes de violations des droits de l'homme. Mais bien sûr, ils ont des capacités, plusieurs d'entre eux sont des survivants. Comme acteurs humanitaires, nous aussi, on utilise une terminologie qui crée une telle stigmatisation, donc il faut donc faire attention. En fait, j'ai essayé de réfléchir très fort par rapport à comment je m'exprimais pour qu'on soit clair dans nos propos. Et ça revient au point de Julia. Les enfants, ce sont des enfants. Peu importe qui ils sont, où ils sont. Parfois, on utilise des termes comme, quand j'étais au Irak, on utilisait des bébés ISIL. Encore une fois, ça créait
OK, ça peut donc, pas seulement de créer la stigmatisation euh, pour perpétuer ces stéréotypes. En fait, ça mine le travail qu'on peut faire ensemble. Je voulais mentionner le continuum de la coercition. Je sais que plusieurs d'entre vous sont familiers avec cela, mais si vous ne l'êtes pas, je vous demande de lire l'étude Cradled by Conflict et puis qui détermine la programmation qui démontre le cycle de la coercition. Et ce où j'en viens, c'est par rapport aux choix que les enfants font lorsqu'ils sont associés. Donc, on doit comprendre cette programmation lorsqu'on regarde de prévention. Donc, lorsqu'on regarde de la coercition, c'est ces enfants qui étaient kidnappés et puis jusqu'à la gamme d'enfants qui semblaient se joindre au groupe d'une manière tout à fait volontaire. Mais lorsqu'on regarde ce continuum de coercition, c'est vrai de tous les enfants associés à tous les groupes armés, pas seulement ceux désignés comme terroristes. Souvent, ils prennent des décisions basées sur plusieurs mauvais choix qui sont informés par le fait qu'ils n'ont pas assez de nourriture, ils ne peuvent pas se protéger, leurs familles ne peuvent pas se protéger. Ils vivent sous le contrôle d'un groupe et n'ont simplement pas le choix. Donc, même si on penserait que c'est un choix volontaire, il y a de la coercition partout. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, d'autres choses que je voulais souligner pour que les gens puissent y penser, c'est d'instrumentaliser les services. Je voulais en parler parce qu'on voit, et cela passe au point de déradicalisation. Donc, un programme est appelé déradicalisation. L'idéologie est rarement le motivateur du choix. L'adhérence à une idéologie peut essentiellement être un mécanisme de survie plutôt. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Que les services que les acteurs humanitaires donnent et les gouvernements, l'éducation, la programmation de résilience, ce qui commence à se passer, c'est ce qui devient instrumentalisé pour des objectifs d'antiterrorisme. Donc, l'éducation, par exemple, est utilisée pour contrer l'extrémisme violent. L'autonomisation des jeunes, c'est la même chose. On ne veut pas éduquer seulement pour les éduquer, mais d'une perspective de programmation, il y a des risques associés à cela et notre personnel doit faire attention à cela. Mais la même chose que il faut faire attention à comment on appelle notre projet, par exemple. Par exemple, si vous aviez un programme pour les jeunes sur l'extrémisme violent, peut-être que ces jeunes ne vont pas vouloir se joindre à cela parce qu'ils vont dire, je ne suis pas un extrémiste violent. Mais peut-être qu'ils vont vouloir se joindre à un groupe qui s'appelle Autonomisation des jeunes. Donc, on peut donc utiliser ces mêmes méthodes. J'ai parlé de la stigmatisation des enfants et des communautés. Donc, cette stigmatisation, cette séparation, cette isolation peut en fait exacerber le conflit, les sentiments de ne pas appartenir et puis miner l'intégration à long terme. Prochaine diapositive. Donc, je ne vais pas trop parler de détention. Janine l'a mentionné, mais c'est une énorme conséquence des désignations de groupes armés comme terroristes et des enfants. Le refus de se rapatrier. Si on regarde des enfants qui étaient en train de voyager partout d'une frontière à l'autre, qui ont été ramenés dans leur famille, le refus de se rapatrier a une conséquence majeure. Il y a aussi beaucoup de programmation qui porte sur la réhabilitation et la réintégration. Il y a beaucoup de provisions sur d'empêcher, d'enfreindre
le financement des activités terroristes. Donc, comment est-ce qu'on s'implique? Comment est-ce qu'on se débarrasse de notre malaise avec cela? Ma réponse à cela, c'est de commencer à revenir aux bases, placer les droits de l'enfant au centre. Christine l'a dit au début. Pensez à l'armée de résistance du Seigneur en Ouganda, au FARC en Colombie, au Tigre Tamoul au Sri Lanka, pour ne citer que 3 exemples récents. Toutes ces organisations ont recruté et utilisé un grand nombre d'enfants, les ont soumis à de graves violences et privations et ont adopté une idéologie très forte. Il y a bien sûr des différences avec ISIL. L'expérience des enfants dans ces groupes armés n'est pas fondamentalement différente de l'exploitation qu'ils subissent dans ces autres groupes. Et pourtant, nous les traitons différemment et nous pensons que nos approches vont peut-être pas fonctionner. Il n'y a pas de preuve qu'on a besoin, qu'un changement massif est nécessaire. Mhm. Donc, pourquoi on a besoin de les traiter différemment? Est-ce que c'est parce qu'ils sont exceptionnels? Je voudrais vous soumettre que ce n'est pas la raison. L'une des choses sur lesquelles je voudrais que vous vous concentriez, c'est la Convention relative aux droits de l'enfant et les protocoles facultatifs, l'instrument international le plus ratifié au monde. Julien en a parlé. Donc ça, on est à l'aise de parler de cela. Ces instruments sont ancrés dans l'humanité des enfants. Ils reconnaissent que les enfants ont droit à la vie, à la survie, au développement, les droits à l'éducation, à la participation aux décisions les concernant et l'absence de discrimination, leur droit à ne pas être détenu arbitrairement, à ne pas subir de violence, leur droit à la vie familiale, à la libération, à la réintégration. Et ces enfants n'ont, et pour ceux qui ont pu commettre des crimes, le droit à une justice équitable et un traitement équitable. Mais ces enfants, donc on est à l'aise pour parler de ces choses, nous les connaissons. Les enfants dans ces situations ne méritent pas moins. Mais on veut se concentrer sur ces éléments que nous connaissons et avec lesquels nous sommes à l'aise, dont devaient nous aider à choisir un langage qui correspond à nos valeurs et à nos intentions de présenter chaque enfant comme une personne ayant des droits et une dignité. Comme Janine a mentionné, on doit revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant? Ces choses, on peut les faire et on peut se sentir à l'aise lorsqu'on pense à ces instruments orienteurs. Et on essaie de se rendre plus à l'aise avec ces autres acteurs, avec les groupes militaires d'intelligence. Pas seulement, on ne veut pas être isolé dans notre travail. On essaie de composer avec ces difficultés. Bien, il s'attendrait à ce qu'on parle aux droits de l'enfant. Ça serait bizarre si on ne le faisait pas. En termes de programmation, quelques points qu'on pourrait souligner pour conclure. Premièrement, il ne faut pas se concentrer seulement sur l'idéologie. Il faut se concentrer surtout sur le programme. On sait ce qui se passe, le traçage des familles, le soutien dont les enfants ont besoin, les libérer, travailler contre la stigmatisation. Et puis, les langues et l'approche. OK. Donc, deuxièmement, il s'agit de lutter activement contre la stigmatisation en utilisant des approches qui n'isolent pas indûment un groupe d'enfants. Faites attention à comment vous parlez de ces enfants, de ces groupes, de ces communautés. Il s'agit de discuter ouvertement de ces questions relatives. Donc, il faut vraiment se sentir à l'aise pour parler avec les acteurs de sécurité d'une manière qui reconnaissent les impératifs concurrents. J'ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Bridget, pour cette présentation qui est si bien réfléchie. Donc, on veut voir comment on perçoit les personnes également. Il nous reste seulement un peu moins de 30 minutes. On aimerait passer maintenant à une séance de questions par rapport au webinaire. Sandra et moi, on regardait certaines des questions que les gens posaient dans la boîte Q&A, la boîte des questions dans le chat. Donc, au bas de votre présentation que vous faisiez, nous avons une question qui porte sur les soutiens appropriés, surtout d'une perspective de la santé mentale aux enfants
qui étaient associés avec ces groupes armés ou désignés comme terroristes. Je vous mets un petit peu sur la sellette, mais quelle est votre recommandation ou vos réflexions sur les soutiens aux enfants pour leur santé mentale? Oui, certainement. Il n'y a pas de problème à répondre à cette question. Une des choses que je voulais souligner au nom du groupe de travail sur ces enfants, c'est qu'il y a un groupe, une trousse de ressources disponibles sur le site web du CAFAC. Vous pouvez peut-être le placer dans le WhatsApp et le lien à cela. Donc, cela peut être testé, mais l'une des approches, c'est d'aller avec ce que nous connaissons. Nous savons qu'il y a des enfants donc ceux qui ont fait l'expérience de différents types de violences. Donc, les recrutements est une violation de droits des enfants qui vient souvent avec une deuxième violation, que ce soit un kidnapping ou la violence sexuelle ou de manque. Donc, souvent, les enfants, les enfants vont souvent avoir des expériences et des incidents difficiles qui auront besoin HPSS. On utilise ces approches comme pour n'importe quel enfant de conflit. On doit bien sûr adapter cela aux besoins de soins dont ils ont nécessaires. Donc, on veut cette orientation. C'était une ressource avec le IASC et le sous-groupe. Donc, il a vraiment été développé par des experts sur CAFAC. Donc, merci beaucoup. Je veux juste mentionner par rapport à ces directives, merci beaucoup pour ce lien. Je pense que tout le monde peut voir ce lien. Est-ce que je peux revenir à toi, Julia? Il y a quelques questions qui portent sur l'importance des droits internationaux en relation avec les enfants, y compris la question de Jean-Marie. Est-ce que vous êtes capable de répondre à cela? Yes, Christine, sorry, can you repeat or can you say which question? The question in the Q&A from Tinga Saradogo asking about donc, on a des questions sur la loi internationale humanitaire et son application. Well, so it is difficult to identify the children and c'est difficile d'identifier les enfants et à quel point il est possible. Je suis en train de le lire en français, désolé. Si je comprends bien, que cela a lieu avec les protections particulières. Christine, est-ce que ça marche? Donc, si je regarde la protection spécifique, et bien sûr, et est-ce que la question, c'est par rapport à si l'enfant est une victime ou c'est l'autre question? J'essaie de comprendre pour lui permettre d'expliquer les questions d'une manière... Sinon, je voudrais faire quelques énoncés qui sont importants généralement à cette fin. C'est légitime qu'on voit dans la loi ou dans la législation
pour les groupes désignés comme terroristes, l'enfant qui est associé. Donc, cette législation, cette politique et ces mesures doivent être alignées avec le droit international. Et dans la loi humanitaire internationale, nous avons des protections générales et spécifiques pour les enfants. Ces protections spécifiques pour les enfants, que les enfants sont des victimes et qu'ils ont droit à des soins particuliers, est une reconnaissance ancienne qui a été établie depuis plus de 100 ans. Et Christine peut dire que ça fait presque exactement il y a 100 ans, en 1993, avec le soutien du RCRC, qui a été endossé par la League of Nations, et puis aussi faisait partie de la Charte du bien-être. C'était la première entente par les institutions intergouvernementales et que chaque enfant délinquant doit être réclamé, donc regagné. Donc, si on revient à cette loi, les protections spécifiques sont dues à tous les enfants parce qu'ils nous ramènent à l'identité fondamentale de l'enfant. C'est en reconnaissance du fait que l'enfant est différent ils dépendent des adultes et ils sont très vulnérables. Voilà pourquoi les enfants doivent être traités principalement comme des victimes et pas comme des menaces à la sécurité. Mais il y a quand même le problème que l'enfant peut être ciblé s'il participe à des hostilités sous la loi humanitaire internationale. Voilà pourquoi c'est important de regarder les instruments légaux qui ont peut-être eu ratifiés par un État et c'est important de plaidoyer justement pour cet endossement d'un cadre législatif très fort. Par exemple, les principes de Paris. Mais le recrutement est défendu. Le recrutement par ces groupes armés est bien sûr illégal. Donc, cela a été ratifié par 172 États. Merci beaucoup, Julia. OK, donc, pour ces groupes, nos enfants qui sont considérés, si un père, le père biologique est membre d'un groupe terroriste, est-ce que quelqu'un voudrait répondre à la question, à savoir si un enfant est considéré comme ça s'il est enfant d'un membre d'un groupe terroriste? Oui, oui, je serais heureuse d'y répondre. N'hésitez pas à entrer. Comme j'ai mentionné plus tôt, vous ne pouvez pas. Je pense qu'il y a une tendance dans les lois antiterroristes de classifier, de catégoriser les enfants comme associés aux groupes armés ou terroristes par liens familiaux. Mais ça doit être par votre action. Mais la vraie définition n'inclut pas ces enfants. Donc, les enfants nés de la violence sexuelle ne seraient pas considérés des CAFAG ou des enfants associés aux groupes armés ou forces armées. Ils ne seraient pas considérés des membres de ce groupe terroriste à cause d'une affiliation de la famille. Il y a souvent cette tendance d'essayer de donc, même s'il n'y a pas de lien direct. Donc, est-ce que je peux ajouter quelque chose aussi? Je pense que c'est une question très, très importante parce que, et ça passe au fait que les enfants qui ne sont pas nécessairement des enfants de mères
qui ont fait l'expérience qui ont vécu une violence sexuelle. Des enfants d'adultes qui sont peut-être considérés d'associés ou perçus comme associés. Cette idée de leur implication dans le groupe armé. Donc, la responsabilité criminelle est individuelle. Point final. Lorsque vous responsabilisez quelqu'un criminel, donc c'est pour leur propre état mental. Les preuves doivent être présentées contre eux comme individus. Lorsque vous regardez un groupe, une famille ou une communauté, à moins que vous ayez ces preuves de personnes individuelles, ils ne devraient pas être criminalisés. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle comment la législation nationale et le contre-terrorisme peut être si vaste, le terme associé avec cela est si vaste pour inclure toutes les communautés sans respect de la responsabilité légale. Ça compte pour tous les standards, pas seulement à CAFAG. Pour les enfants de mères qui ont été peut-être violentés, il y a une réelle question par rapport à la stigmatisation qui s'y rattache. Et je sais aussi que dans la question, il y a aussi une question autour de l'accès aux enfants, de la documentation civile et les certificats, etc. Cela peut aussi avoir un impact majeur. Et c'est relié parce que parfois, les personnes sont nées et ne sont pas capables d'identifier. La mère ne peut pas identifier et ne veut pas ou ne peut pas identifier le père parce qu'elle a été victime de violences sexuelles. Qu'est-ce qui se passe alors à l'enfant? Dans certains endroits, dans certaines cultures, vous avez besoin du nom du père. Sinon, il est très difficile pour vous d'obtenir une propre identification. Donc, ils ne vont pas donc accepter leur identification. Ils ne vont pas. C'est un problème critique, en fait. C'est un énorme problème pour les enfants parce qu'ils ne peuvent pas avoir de documentation tout court s'ils sont nés, si leur père fait partie d'un groupe terroriste, par exemple, à cause d'un viol, par exemple. Donc, la question de la stigmatisation liée à ce groupe particulier est très, très importante. Mais ils ne sont quand même pas considérés comme des enfants associés au groupe armées ou forces armées. Donc, c'est pour clarifier la chose. D'accord. Merci beaucoup, Brigitte. Il y a une autre question qui a été mentionnée que je pensais que vous seriez bien, que vous pourriez mentionner. Donc, désolé si je pose cette question. Elle pose la question, comment on peut aller de l'avant pour revoir le cadre législatif antiterrorisme pour mieux prendre en compte les droits des enfants. À qui vous dirigez cette question? À moi, Brigitte. À vous, Brigitte. Ah, d'accord, je vais m'assurer. Je pense que Janine a bien répondu à cette question dans sa présentation, dans l'idée que c'est difficile qu'un État soit en conformité. Donc, on communique directement avec les États dans leur cadre législatif nationaux. Lorsqu'on regarde la législation antiterroriste, on veut s'assurer qu'explicitement, il est écrit que les enfants sont exclus de cette législation, qu'en fait, les enfants devraient être traités selon les lois de justice, le droit international pour les jeunes. Donc, s'il y a une loi pour les enfants, devrait s'appliquer pour toutes les formes de conduite criminelle, que ce soit un acte terroriste ou que ce soit un vol banal. Alors, les droits de l'enfant sont les mêmes et devraient être les mêmes. Et c'est très important. Et les comités du droit de la personne ont un commentaire aussi général qui parle aussi du besoin de ne pas poursuivre des enfants dans les cours, dans les tribunaux militaires, etc. Mais dans certains pays, il n'y a pas de tribunaux spécialisés pour les enfants. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'option. Comment travailler avec des acteurs de la justice pour former
mais ça veut dire que vous êtes dans dans le tribunal pour civil et avec des gens qui sont formés pour travailler avec les enfants. Vous n'avez pas besoin de tribunal séparé, mais faire ce travail en amont, revoir la législation et le mettre en application et faire une modification de ces lois pour s'assurer que l'État prend ses obligations sérieusement. Merci beaucoup, Bridget. Si je peux te revenir à toi, nous avions quelques questions dans la boîte chat par rapport à la situation dans les Amériques avec les enfants qui faisaient partie de certaines gangs criminelles, surtout des situations où il y avait le potentiel d'être détenus. Pourriez-vous nous clarifier un petit peu les distinctions et les différences entre les enfants associés avec les forces armées ou les groupes armés ou bien les enfants qui sont associés avec les gangs criminels? Merci, Christine. Eh bien, donc, la loi internationale humanitaire s'applique directement aux situations de conflit, par exemple, les situations comme je viens de décrire. Il n'y a pas de conflit armé, donc ces lois IHL ne peuvent pas être appliquées. Ces lois humanitaires internationales. Donc, les critères qui doivent être auxquels on doit satisfaire pour ce groupe armé, ces groupes armés désignés comme terroristes ou n'importe quel groupe armé doit avoir un niveau minimal d'organisation. Il doit contrôler un territoire, en fait, sur lequel il peut stocker ses équipements et développer des stratégies et former ses troupes, etc. Donc, il doit contrôler une partie du territoire et puis avoir des confrontations armées contre cet État. Et puis, ces confrontations doivent être d'une nature longue et doivent atteindre une certaine intensité. Ces critères sont clairs et c'est seulement dans les cas où ils sont satisfaits que la loi humanitaire internationale s'applique. Sinon, c'est les droits de la personne qui s'appliquent. Janine, nous avons quelques questions par rapport au protocole. En particulier, si on peut avoir plus d'informations, où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ces protocoles? Et pourriez-vous répondre à cette question? Certainement. Typiquement, elles ne sont pas disponibles publiques. C'est des ententes avec les NU ou la mission du maintien de la paix ou des fois des acteurs non étatiques. Dans la note d'orientation que j'ai présentée, qui se trouve sur le site web Watchlist, mais aussi dans le QAA, il y a des liens pour le site web de l'Alliance. On voulait donner un modèle qui est essentiellement solide, les meilleures provisions en termes de protocole que les gens peuvent utiliser comme guide pour négocier, pour s'assurer qu'on peut considérer combien de temps cela prend pour qu'on puisse transférer quelqu'un. Beaucoup de différentes dispositions. Et je pense qu'il y a 10 ou 11 protocoles maintenant. On avait eu l'occasion de regarder cela de plus près. J'essaie de faire sortir certaines des dispositions les plus fortes pour guider les négociations futures. Et peut-être que cela va aider. Ce qui pourrait nous aider. D'accord, merci beaucoup. Et il ne nous reste qu'un peu moins de 10 minutes pour notre webinaire.
Par rapport que la plupart des questions que nous avions, désolé, on les a oubliées. On veut s'assurer qu'on a répondu à toutes les questions. Certains des collègues ont levé la main et je me demande qu'il nous reste un petit peu de temps pour leur demander de se prononcer. Je vais voir si je peux leur permettre de parler. Je vois ici que votre main est levée. Je me demande si je pourrais vous permettre d'écouter. Fiona, avez-vous une question, un commentaire? Non, non, rien pour moi. Merci, Christine. D'accord, merci. Oui, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Christine, was that for me? Yes, it is. Oh, thanks, Christine. Thank you. And thank you, firstly, thank you so much to the speakers today. Merci beaucoup aux conférenciers d'aujourd'hui pour toutes leurs réflexions intéressantes et vraiment de belles contributions. J'ai beaucoup de matière à réflexion. Donc, une question que j'ai pour Bridget depuis par le passé, cela a été couvert, vous avez beaucoup couvert les points que j'avais. C'était une dichotomie entre les approches de certains d'entre nous, prenons en voyant les enfants comme victimes, et d'autres qui voient une approche plus basée sur la sécurité pour la défense. Et comment on peut réconcilier ces deux positions, aider les collègues de comprendre que l'enfant est une victime, même s'il y a deux discours très différents simultanément. Brigitte nous a donné de très bons conseils, mais si d'autres collègues voudraient peut-être nous donner un peu plus d'informations pratiques, comment on fait cette réconciliation, je serais très reconnaissante. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup, Fiona, pour la question. La question est très utile. Je j'aimerais revenir au panel pour voir s'ils ont des réflexions sur ce sujet. Je vais vous voir en premier, Janine, pour voir si vous avez quelque chose à ajouter. Je vous mets sur la sellette. Je ne sais pas si j'ai beaucoup à ajouter, mais je pense que l'approche que Brigitte a montré qu'il y a de la protection dans la loi internationale humanitaire et des droits de la personne. Les standards sont là. Et puis, je pense que l'essentiel, c'est de revenir aux standards. C'est un bon point de départ dans ces discussions. Souvent, on doit soulever sensibiliser les choses. Donc, souvent, le prérequis pour ces négociations, c'est des sessions d'éducation pour les acteurs qui, typiquement, lorsqu'on conçoit des lois sur la sécurité, les enfants ne sont pas souvent au débat. Souvent, dans la législation, ils sont oubliés complètement. Il n'y a pas de disposition particulière pour les enfants. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail de sensibilisation qui doit être fait parmi les acteurs qui ne sont pas typiquement impliqués dans les questions sur les droits de l'enfant et de les amener par rapport à la protection. Et je pense que, comment cela a été souligné, que c'est une bonne base et un bon point de départ. C'est une des situations où je pense que le droit est du côté des acteurs de la protection de l'enfant et d'essayer d'utiliser cela comme une base. Et ça peut être une bonne façon de commencer le plaidoyer. Merci beaucoup. C'est exactement ce que nous faisons. Et puis, je pense que cela nous donne des fruits. Donc, je suis très reconnaissante pour ta réflexion. Et Julia, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter à la question de Fiona? Merci, Christine. Yes, what has been said by the other panelists is very relevant, of Oui, course. ce qui a été dit par les autres panélistes est bien sûr très pertinent. Et je peux tout simplement dire que c'est aussi une tâche difficile lorsque vous essayez de convaincre quelqu'un et vous devez toujours penser à de nouvelles stratégies, de ce que vous pouvez dire de plus, etc. Mais peut-être pour peut-être voir que la législation domestique d'un État,
que l'âge minimal de responsabilité criminelle pourrait nous donner? Peut-être que c'est une discussion qui prend place, la reconnaissance doit y avoir un âge minimal de responsabilité criminelle euh, où l'enfant ne peut pas être poursuivi. Et c'est là une expression des protections dues à l'enfant. Parce que la vulnérabilité d'un enfant, à cause de leur identité comme enfant, ils ont droit à à des protections spéciales, des mesures de protection spéciale. Donc, on a aussi tendance à dire que d'un contexte historique, il y a eu plusieurs conflits où les enfants ont été impliqués dans de la violence, des actes violents extrêmes, mais ils devraient quand même être vus comme des victimes et comme des enfants. Et qu'en fait, il y a peut-être seulement des dispositions, des corps législatifs dans l'État qui sont problématiques. Et dans d'autres situations, ils vont établir cet âge minimal de responsabilité et reconnaître qu'un enfant doit être traité différemment. Ce qui est très problématique, c'est lorsque les lois antiterroristes et le pouvoir d'arrestation et de détention est la meilleure punition possible sans déterminer l'âge de l'enfant ou sans mettre de limite euh, basée sur l'âge de l'enfant. Et pour vous donner un autre exemple par rapport aux stratégies, c'est aussi d'identifier les contacts et les personnes à qui on parle, qui souvent, dans un État, sont plus enclines à respecter les droits de l'enfant et d'autres qui sont plus intransigeants. Mais en termes des gens qui s'occupent de la sécurité, souvent, ils comprennent les bénéfices pour eux de respecter les droits des enfants. Parfois, il y a des interlocuteurs spécifiques, comme on appelle au CICR, qui peuvent être sensibilisés, avec qui on peut avoir un dialogue par rapport aux arguments qu'on peut utiliser au sein de l'État pour convaincre les autres. Merci beaucoup. C'est un excellent point sur lequel on peut terminer. Il ne nous reste que 2 minutes, donc désolé pour les collègues, pour les gens qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Donc, on va quand même prendre les questions et nous assurer de vous répondre plus tard. Plus de renseignements seront disponibles, surtout la communauté d'exercice sur le site Web de l'Alliance. Ce serait merveilleux si vous pouviez prendre le temps de compléter le questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup d'avoir placé le lien dans le chat. Merci à tout le monde, Brigitte, Julia, Janine, pour vos commentaires et votre expérience sur ces questions, et Mathilde aussi. J'espère aussi que tout le monde a trouvé cela utile. Merci aussi à Sandra et Gio du groupe de travail pour avoir organisé cette présentation et aussi les collègues en arrière-scène qui vont appuyer la traduction, l'interprétation et puis l'organisation de tout cela pour s'assurer qu'on est à l'heure, s'assurer que les présentations se faisaient aussi bien qu'on aurait souhaité. Et merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Nous allons laisser cela là. On vous souhaite un beau restant de journée. Merci beaucoup.